Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Instant Pédagogie, donc la quatrième, qui va présenter aujourd'hui comment on peut adapter le matériel de la classe autonome à n'importe quelle matière et à n'importe quel niveau, parce que c'est tout l'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir l'adapter à tout niveau, à toute matière, à tout type de classe, et c'est pour ça que je crois profondément dans cette méthode. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la classe autonome, je vous conseille la première vidéo d'Instant Pédagogie, la numéro 1 sur la classe autonome, et le reportage qui a été fait par François Normandie, je les en remercie encore, qui montre vraiment bien comment fonctionne une classe autonome dans la vie. Donc les points clés en fait de la classe autonome, ils sont assez simples. On continue à faire du cours parce que le but c'est pas de tout axer sur un seul type de pédagogie. Le cours il a aussi des points positifs. Donc il y a toujours un cours avec l'essentiel du cours qui dure 20 minutes maximum, l'essentiel ou quelque chose dont vous savez que c'est plus positif de le faire en cours qu'en atelier par exemple. Ensuite, le deuxième point c'est que tous les exercices sont mis sous forme d'atelier autonomes que les élèves peuvent faire seuls avec des classeurs correction à la fin qui leur permettent de vérifier, ce qui fait que tout matériel est autocorrectif. 3. Il faut laisser les élèves faire leur travail à leur rythme, et c'est ça tout le principe de la classe autonome. On laisse l'élève aller chercher son atelier, faire son atelier à son rythme, le refaire plusieurs fois s'il a besoin pour le mémoriser, le refaire plusieurs fois sur des cours différents s'il en a besoin. Et le travail du professeur, c'est de se mettre en retrait et de contrôler uniquement une fois que le travail est fini, ou d'aider l'élève, de le guider dans son travail. Donc, les types d'ateliers qui existent, en tout cas que moi j'ai développé et que j'ai créé par rapport à ma matière, sont les suivants. Mais si vous avez d'autres idées, je vous en prie, partagez-les. Donc la flashcard, l'analogie, les mind maps, les planches effaçables, les drapeaux qu'on va planter, qu'on va repositionner sur des planches de polystyrène, les quiz sur téléphone à partir de documents ou sans documents, les questionnaires qui sont faits à partir de vidéos, les études de documents, la rédaction, le détournement de jeu, la réalité virtuelle avec des questionnaires et la recherche. Voilà, moi j'ai 11 types de matériel différents, 11 types d'ateliers différents dans mes classes d'histoire, géographie, éducation morale et civique. Donc, je vais montrer comment chaque matériel peut être adapté à d'autres matières. Donc pour la flashcard, vraiment pour moi, la flashcard c'est le matériel par excellence qu'on peut adapter à n'importe quel niveau, à n'importe quelle matière. D'ailleurs, vous tapez flashcard sur Google, vous allez voir, il y a plein de flashcards qui sont pour les tout petits, et il y en a qui sont un peu plus développées, comme celle que vous avez ici. L'idée de la flashcard, c'est un fonctionnement par analogie. D'un côté, vous avez une information, de l'autre côté, l'information qui va avec. Donc ça peut être fait pour les dates, ça peut être fait pour les personnages historiques, ça peut être fait pour les définitions, ça peut être fait pour les formules de mathématiques, ça peut être fait pour du vocabulaire, ça peut être fait pour plein de choses. Donc comment on l'adapte ? Eh bien, par exemple, en français, si vous êtes professeur de français, de lettres, vous pouvez mettre vos définitions en flashcard. Vous pouvez mettre les figures de style en flashcard. Moi, je l'ai fait à l'agence, j'ai mis des figures de style et derrière des exemples, et les élèves travaillent avec ça. On commence en 4e, et jusqu'au bac de français, ils utilisent ces flashcards. Je l'ai fait aussi avec les analyses des procédés, c'est-à-dire que quand c'est écrit une comparaison, comment ça s'analyse, et derrière ils ont l'analyse pour chaque procédé, une comparaison, comment ça s'analyse, une métaphore, comment ça s'analyse, une antithèse, comment ça s'analyse, un chiasme, c'est quoi l'objectif, etc. Donc tout ça, ça a été mis en flashcard. Les auteurs également ont été mis en flashcard, c'est-à-dire que d'un côté vous avez l'auteur, de l'autre côté vous avez l'œuvre qu'ils doivent retenir, parce que souvent quand ils font leur dissertation, ils me posent la question qui a écrit Madame Bovary, voilà. Et en travaillant avec les flashcards, eh bien ça va bien fonctionner, et puis vous mettez en photo l'auteur, parce que souvent ils me font la réflexion, ah mais c'est à ça que ressemble Flaubert, ah mais c'est à ça que ressemble Baudelaire, etc. Et c'est toujours plus facile de mémoriser, de mettre un visage sur un nom. Ça s'utilise aussi pour les conjugaisons. J'ai vu des professeurs de primaire l'utiliser pour les conjugaisons. Les flashcards, elles sont très très bien. Moi, je l'utilise pour la question de grammaire aussi. C'est-à-dire que je leur mets différents types de phrases et je souligne le mot. Ils doivent retrouver par exemple la nature du mot ou la fonction du mot. Dans la phrase, je leur ai fait avec les épithètes, les attributs du sujet, je leur ai fait avec les différents types de subordonnés, etc. Donc pour la question de grammaire, pour le français, voilà, ça fonctionne très très bien. Donc imaginez tout ce que vous pouvez faire avec les flashcards sur cette matière-là.
Pour les mathématiques, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez mettre les définitions, vous pouvez mettre les propriétés, vous pouvez mettre les formules, vous pouvez faire les tables de multiplication, ça fonctionne très bien. D'un côté, vous mettez comment savoir si un nombre est divisible par 2, hop, de côté de la flashcard, tous les nombres qui sont pairs. Voilà, donc ça fonctionne en mathématiques aussi très bien. Pour tout ce qui est sciences, pareil, toutes les définitions, ça peut se mettre en flashcard. Toutes les formules, ça peut se mettre en flashcard. Vous pouvez mettre aussi des photographies ou des schémas. C'est-à-dire que d'un côté de la flashcard, je sais pas, vous avez la mitose, le schéma de la mitose, hop, derrière, écrit mitose. Vous pouvez le faire pour les sciences physiques, pour les sciences naturelles, les sciences de la vie et de la terre, les sciences sociales. Enfin, ça fonctionne pour pas mal de choses. Pour les matières pratiques, parce que moi je travaille en CFA et j'ai été amenée à faire des flashcards sur des matières pratiques, la boucherie, la boulangerie, la fleuristerie notamment. Eh bien on avait fait des flashcards avec mes petits bouchers sur les races bovines. On avait mis d'un côté une photo de vache, de bœuf, de l'autre côté ce que c'était comme type, parce qu'ils doivent savoir les reconnaître aussi à la forme, à la couleur. Ils doivent savoir, il y a un numéro associé je crois aussi. Donc on avait fait ces cartes là. Pour la boulangerie, j'ai un professeur de boulangerie qui est en train de créer aussi sa propre classe autonome et il utilise aussi les flashcards pour les dates importantes de la boulangerie, les types de pétrins. On en avait fait aussi avec des élèves, les différents types de pétrins, les définitions, pourquoi il faut mettre de l'eau, je vais dire une grosse bêtise, de l'eau quand on fait un pétrissage, j'en sais rien, bon voilà. Les morceaux du bœuf aussi en photo et derrière, qu'est-ce que c'est? C'est un onglet, c'est une côte de bœuf, c'est de la poire, c'est... Ben, voilà. Ça fonctionne très bien pour les fleurs, pareil, les types de fleurs, reconnaître les types de fleurs, les types de poissons, quand vous êtes en cuisine, les types de pâtisserie, enfin voilà, ça peut être imaginé pour tout type de métier, même les métiers, la matière pratique. En philosophie aussi, j'en ai des flashcards, ça fonctionne très bien pour la philosophie à l'agence. Les grands auteurs, par exemple, on va mettre Kant. Hop, derrière l'impératif catégorique avec une petite définition, Spinoza, le déterminisme avec une petite définition, Sartre, l'existentialisme avec une petite définition, et encore une fois des images pour que ça soit plus facile pour eux de visualiser ces grands philosophes. On va mettre aussi toutes les définitions qu'on trouve dans les manuels de philosophie, là c'est pas nous qui les inventons. Les citations, alors les citations c'est génial pour le français, pour la philosophie, quand ils doivent apprendre des citations, les mettre en flashcard c'est vraiment, vraiment top. Et puis moi je les mets aussi en exemple. Les flashcards par exemple, je vais leur mettre exemple pour dissertation sur la religion, tac, ils retournent, enfin référence, ils retournent et derrière ils ont Kierkegaard, Spinoza, Pascal. Voilà, ils ont les. Voilà, si j'ai la religion, je cite ça. Si j'ai le sujet, je cite Freud, Descartes. Si j'ai la morale, je cite Kant. Enfin voilà, vous voyez, ils ont comme ça sur des flashcards pour leur donner des réflexes. Pour SES, droit, vente, économie, etc., vous pouvez mettre les formules de calcul, vous pouvez mettre les définitions, vous pouvez mettre les articles de loi si vous êtes en droit. Donc vous voyez, ça s'adapte aussi bien à un élève de CP qu'à un élève qui est étudiant et qui va faire du droit. Et pour les langues, bien sûr, le vocabulaire, enfin ça c'est génialissime. Moi je l'utilise tous les jours pour apprendre l'anglais, c'est top. Et puis les règles importantes que vous devez retenir, vous pouvez mettre la règle et derrière... un exemple, voilà. Donc les flashcards, c'est vraiment adaptable à tout niveau, à toute matière, c'est vraiment top. Il y en existe déjà dans le commerce. Moi, je suis en train d'en créer. J'en crée beaucoup pour l'agence, mais j'aimerais bien aussi en créer pour pouvoir les commercialiser. Donc, si un éditeur nous regarde, je suis intéressée pour pouvoir justement que mes flashcards que j'ai à l'agence puissent aller à tous les élèves qui en ont besoin. Deuxième type de matériel, les mind maps. Alors, les mind maps, ça s'utilise pour retenir des listes, des critères, par exemple. Donc ici, je vous donne un exemple. Moi, c'est celle que je donne à mes élèves. Ils doivent reconnaître, savoir quelles sont les très grandes lois importantes de la Troisième République. Ils font des dessins, donc ici, pour s'en souvenir. Et du coup, les mind maps, voilà, pour apprendre les listes, c'est très pratique. Donc encore une fois, si on liste les matières, en français, pour les conjugaisons, j'ai vu des mind maps sur des conjugaisons en primaire qui étaient vraiment très très bien. Les figures de style, moi les figures de style, je leur fais apprendre avec une mind map. On les catégorise, celles qui sont par analogie, celles qui sont par substitution, atténuation, insistance, jeu sur les sons, etc. Et après, ils les classent comme ça dans leur mind map. Pour les auteurs aussi, on travaille sur des mind maps. Vous mettez Victor Hugo et puis ils doivent avoir l'époque, le courant, le registre,
les grandes œuvres qu'il aurait écrites, quelques idées importantes, et puis une citation par exemple, et ils font ça sur chaque grand auteur. Que chercher dans un commentaire, pareil, je leur fais des mind maps avec la poésie. Quand c'est de la poésie, qu'est-ce que je dois regarder? Les rimes, les vers, les strophes, la présence, est-ce qu'il y a une présence du poète ou non? Est-ce qu'on a coupé le rythme? Est-ce qu'on on a coupé à l'hémistiche ou pas? Si c'est du roman, qu'est-ce que je dois regarder? Le point de vue, la ponctuation, les temps utilisés, la présence de l'auteur ou pas. Si c'est du théâtre, qu'est-ce qu'on regarde? Les types des répliques, est-ce qu'il y a des didascalies? Est-ce que c'est en vers, est-ce que c'est en rime, etc. Donc voilà, ça peut être aussi comme ça. La philosophie, pour les auteurs, moi je leur fais des fiches par auteur. Donc Nietzsche, l'époque, le lieu, le courant, la grande œuvre, là où les grandes œuvres, les grandes idées dans la pensée politique et quelques citations. Et voilà, et ils ont ça pour chaque grand auteur. Pareil pour les thèmes, si vous voulez pas le mettre sous flashcard, par exemple, thème religion, de qui je parle, Kierkegaard, Pascal, Spinoza, etc. Vous pouvez le mettre comme ça. Et puis, ils peuvent aussi faire des mind maps sur des vidéos. C'est-à-dire qu'ils regardent une vidéo, notamment en philosophie. Il y a pas mal de choses qui sont très bien sur Internet, notamment, moi, j'aime beaucoup le coup de fil de Cyrus et ses vidéos de l'anti-sèche. Je leur fais faire sous forme de mind map. Je peux leur demander... voilà, donc vous pouvez créer la structure et la mind map et leur laisser regarder la vidéo et remplir après, eux, la mind map. Pour la pratique, ça marche très bien, les critères de classement, les règles de pétrissage. Moi, j'ai fait des mind maps comme ça avec des élèves c'était en charcuterie. Il y avait les différents types de cochons qu'il fallait retenir, avec les différents types d'oreilles, etc. Et j'avais aidé une élève à faire ça. Du coup, on avait fait vraiment une mind map avec cochons de telle race, telle race, telle race. Et bah, eux, ils ont les oreilles comme ça, le groin comme ça, les pieds comme ça. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire tel jambon? Voilà, donc pareil, voilà, pour la pratique, ça fonctionne très bien aussi, les mind maps. Pour les sciences, tout ce qui est critères, je sais pas, par exemple, à retenir pourquoi... j'avais fait avec un élève d'infirmier pourquoi il fallait implanter les 10 raisons de chambre implantable, un truc d'infirmier, puis voilà, il y avait les 10 raisons autour, ça peut être des critères, ça peut être un chapitre que vous pouvez mettre sous forme de mind map et c'est à eux de le remplir, ça, voilà, les planètes du système solaire, enfin tout ce qui est retenir des listes, des choses comme ça, des critères. En psycho, les phases du deuil, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. En droit éco, pareil, les critères, les marketing, les lois, vous pouvez les mettre sous forme de mind map. Pour les mathématiques, il y a des mind maps qui peuvent être super, c'est l'argumentation géométrique, moi je fais ça avec eux à l'agence. Au milieu, par exemple, je mets prouver parallèle, par exemple, voilà, ce que je dois prouver à la fin, c'est que c'est parallèle, et je mets tout ce qui existe comme possibilité. Donc je peux utiliser... un théorème de Thalès. Je peux utiliser le théorème des milieux. Je peux utiliser pour les droites parallèles, les vecteurs, voilà, etc. Et pour chaque comme ça idée, par exemple, comment prouver qu'on a un angle droit, eh ben, j'utilise une réciproque de Pythagore. J'utilise... le fait que ce soit un carré, un rectangle, etc. Je vais utiliser voilà, toutes les propriétés, en fait, je les cartographie avec la mind map sur chaque chapitre. Ça peut être vraiment très très bien. Donc voilà pour les mind maps. Les planches effaçables. Alors, les planches effaçables, pareil, adaptables à n'importe quel niveau, n'importe quelle matière. C'est ce que vous faites d'habitude en schéma, en cours avec les élèves. Et bien là, vous les mettez sur planches effaçables. Donc, on les imprime sur des vous savez, ce qu'on appelle les transparents des rétroprojecteurs. On achète voilà, les feux de Velleda ou même les feux que vous utilisez au tableau et c'est parti, on met en planche effaçable. Donc on met quoi en planche effaçable? Schéma, carte, tableau, ce que vous voulez. Donc les cartes, moi j'utilise beaucoup en géographie. Les schémas de la 4ème République, la 5ème République. Enfin voilà, tout ce qui est schéma en éducation morale et civique, pareil. Les schémas, vous pouvez les utiliser pour les sciences, vous pouvez utiliser la physique-chimie, vous pouvez utiliser donc pour la fleuristerie, la boucherie, la boulangerie. Enfin, à partir du moment où vous avez un schéma, quelque chose de visuel, vous pouvez le passer en planche effaçable, ça fonctionne très très bien. L'élève efface avec un mouchoir, il le refait autant de fois qu'il a besoin. Autre type d'exercice pareil qui marche sur le visuel, c'est les drapeaux. Les drapeaux à replacer. Donc moi je les mets sur des cure-dents, on pose la feuille sur du polystyrène et l'élève replante avec des trous déjà faits parce que sinon il va vous abîmer la planche. Là, voilà, par exemple, c'est sur un tableau, La Liberté guidant le peuple, ils doivent replacer les tableaux. Mais je le fais sur des cartes, je le fais aussi sur des schémas. Enfin, voilà, vous pouvez le faire sur tout ce qui est, encore une fois, visuel. Donc, ça s'adapte
à énormément de choses. Donc les tableaux, comme celui-ci, bah, en histoire, en français, en langue, si vous faites étudier des tableaux, en art, ça fonctionne très très bien. Des schémas, bah, dans toutes les matières, on a des schémas, donc que ce soit en physique, schéma du cœur, en physique, des différents types de schémas, en vente, en SES, ça fonctionne vraiment pour tout. Et les cartes, c'est pareil, géographie, géopolitique, histoire, sciences, n'importe quoi. Au lieu de le faire faire comme ça en cours aux élèves, eh bien, vous les mettez en atelier. Ça fonctionnera très très bien pour la mémorisation. Le quiz sur téléphone, avec ou sans documents, c'est très simple, on prend des documents, donc moi je peux prendre des documents comme ça de mon petit quotidien, mais je peux prendre des documents aussi un peu plus poussés. Là encore une fois, ça s'adapte à n'importe quel niveau, il suffit de prendre les documents dans les manuels, et que ce soit en primaire ou pour des étudiants. Et après vous faites des questions. Alors moi je fais les questions sur téléphone, comme ça c'est autocorrectif, et puis c'est un peu sympa d'utiliser le téléphone. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, moi j'utilise Quiz Yourself, mais j'ai beaucoup de collègues qui utilisent La Cuisinière ou encore d'autres sites de quiz. Donc voilà, ici ils ont leurs questions, ils avaient un document qui était une image, un document qu'on trouve dans les manuels de première ou de... Excusez-moi, je remets de la batterie. De CAP, c'est pareil, de BP, voilà, ils ont les questions, c'est un questionnaire à choix multiples, ils vont cliquer, et après, moi, je reçois ici les résultats par participant, ça me permet de savoir où ils se sont trompés, ce qu'ils ont fait, et eux reçoivent aussi le résultat en temps réel. Ces types de quiz, ça peut aussi se faire sans document, c'est-à-dire que, par exemple, pour des types de plans, en français ou en philosophie, vous mettez un sujet et ils doivent vous mettre si c'est dialectique, analytique ou thématique. Ça peut très bien se faire sur quiz, sur téléphone ou sur papier. Moi, je le fais pour les réponses naïves en philosophie. Je leur donne, je crois, à 60 sujets qui sont tombés ces 5 dernières années en philo et ils doivent me donner la réponse naïve, oui ou non, à la question en philosophie. Pareil pour les paradoxes, je leur demande de me trouver les paradoxes sur 60 types de sujets ou sur quelle serait la problématique. Ben voilà, vous pouvez le faire sous forme de QCM. Tout ça, vous pouvez le mettre sous forme de QCM, ça fonctionne très très bien. Ensuite, les questionnaires sur vidéo. Moi, j'aime beaucoup ça. Ils aiment aussi beaucoup pouvoir regarder des vidéos. Ils ont l'impression que c'est plus facile qu'ils apprennent moins. En fait, ils apprennent beaucoup de choses en utilisant ça. Donc, je mets un QR code qu'ils peuvent flasher avec leur téléphone pour regarder la vidéo. Ou alors, nous, on a une pièce. On a la chance d'avoir une pièce dédiée où ils peuvent regarder à 4 sur une télé la vidéo. Mais voilà, sur téléphone, ça fonctionne bien. Et voilà, ici, c'est une petite vidéo de 6 minutes. C'est l'histoire au quotidien, l'émission avec Maclexguy. Et puis, ils ont des questions. Voilà, ils répondent aux questions et après ils vont chercher les corrections dans le classeur correction. Voilà, ça fonctionne très bien. Chacun regarde la vidéo à son rythme. Les élèves peuvent mettre pause, peuvent parfois re-regarder la vidéo pour être sûr qu'ils n'ont rien oublié. Et là, pour le coup, adaptable à toutes les matières. Sur YouTube, vous avez énormément de vidéos. Vous avez les vidéos des bons profs, vous avez DigiSchool, enfin, vous avez plein de choses sur plein de matières. Vous avez plein de documentaires. Vous pouvez couper des morceaux aussi, préparer votre vidéo, vous, en amont, et couper ce que vous voulez leur faire voir. Enfin, c'est vraiment adaptable à toute matière, à tout niveau ici. L'étude de documents, enfin, bon, bah, ça c'est basique, c'est très classique, on va dire. Hein. C'est une étude de documents. Là, par exemple, voilà une étude de documents que je donne à mes BP sur la guerre du Golfe. Et ben voilà, ils ont des documents, ils ont des questions. Ils le font directement sur leur feuille. Et après, classeur correction, ils vérifient avec le classeur correction. C'est juste la philosophie qui change. C'est juste qu'au lieu de faire en cours et souvent de faire à leur place, on les laisse faire en autonomie. Ils choisissent à quel moment ils vont faire l'étude de documents, le temps qu'ils vont y passer, ils vont corriger, ils vont s'auto-corriger. L'auto-évaluation, c'est aussi très important pour la mémoire. Voilà, une étude de documents classique, adaptable à tout niveau, à toute matière. Ça bug. Il ne veut pas passer. Donc, juste petit point important, quand vous êtes sur une étude de documents, quand vous faites la correction, vous devez, c'est un conseil, ne mettez pas juste la correction, mettez d'une autre couleur, par exemple, la méthodologie, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans votre tête. Comment vous avez fait pour trouver les réponses? Comment vous les avez organisées? Moi, j'ai fait une étude de document là, pour mes BP sur Londres et j'ai fait ça. J'ai écrit en violet les réponses et en bleu, je suis allée souligner dans les documents, j'ai fait des flèches, j'ai dit, vous voyez, là, c'est là que je suis allée chercher cette information-là. Parce que pour nous, professeurs, c'est un truc qu'on est habitué à faire, ça nous paraît totalement logique. Pour les élèves, ça l'est pas du tout. Donc, leur montrer le cheminement qu'on a fait pour trouver cette réponse et pas juste le résultat fini. Ou alors, c'est une question que je me pose, peut-être que je le ferai, c'est mettre les corrections en vidéo, c'est-à-dire les filmer pour leur expliquer vraiment le cheminement que j'ai fait, leur montrer avec les documents, ça peut être pas mal.
Ensuite, eh bien, je fais aussi de la rédaction en classe autonome. Il ne faut pas croire que la classe autonome, on est là pour s'amuser. On est quand même là pour préparer à un examen. Donc, il y a des rédactions importantes. À l'agence de soutien scolaire, je prépare des élèves au bac de français, je prépare des élèves à la philosophie. Donc, on rigole pas, on travaille, mais voilà, on travaille en autonomie. Donc, je leur fais rédiger une introduction, ou une sous-partie, ou une conclusion, ou un développement construit, ou une petite problématique de philosophie. Et là, j'insiste vraiment, le plus important, c'est qu'ils aient un modèle. Et ça, je le vois pas assez dans l'éducation nationale. Il y a beaucoup de professeurs qui ne donnent pas, l'éducation nationale et ailleurs, partout il y a des professeurs, qui ne donnent pas de modèle. Et quand on demande un modèle, moi j'ai des élèves qui me racontent et qui me disent que les professeurs ne veulent pas donner ou ça les embête. Je comprends totalement, je suis moi-même professeur et je sais que ça m'embête d'écrire des corrections et d'écrire des modèles. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet, d'avoir des manuels, d'avoir plein de choses qui se partagent. Donc des modèles, il peut y en avoir. Si vous n'avez pas envie de les écrire, il y en a plein qui sont déjà tout prêts. Mais donnez-leur un modèle. Il ne suffit pas de dire à un élève, dans une introduction, il faut mettre ça et ça. Donc là, je vous ai mis, par exemple, le modèle que je donne aux élèves qui viennent pour faire de la philosophie, pour apprendre à rédiger une problématique. C'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai pris dans un livre de philosophie qui est vraiment super bien. C'est le film de Raphaël Verscher, qui est vraiment top, qui a fait un travail fou, et justement, à chaque fois, il donne des conseils, un exercice, une correction, un modèle. C'est génial. Donc voilà, mon élève, je lui dis, dans ton intro, il faut que tu aies le point de vue naïf, le paradoxe, l'hypothèse, l'exemple, la référence, et je lui donne un modèle, et je lui demande pas tout de suite de me faire une intro avec la problématique. D'abord, je lui demande, prends tes stabilos, stabilote ici, et restabilote dans le texte où sont les choses. Où est le point de vue naïf, où est le paradoxe? C'est-à-dire vérifier non seulement qu'il a le modèle, mais qu'il a compris comment est construit le modèle. Et j'ai pas beaucoup d'élèves qui font 100% la première fois. Donc vous voyez, tout ça, c'est hyper important dans la classe autonome de montrer le cheminement de ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, vous pouvez donner aussi en classe autonome des choses à rédiger, mais n'oubliez pas le modèle et n'oubliez pas le cheminement. Donc l'exercice, ça peut être aussi stabiloter des choses dans un texte. Ça, c'est possible. Ensuite, on peut détourner des jeux, parce que c'est assez sympa d'apprendre de façon ludique. Donc, on peut détourner des jeux. Le qui est, moi, j'avais fait sur la Révolution française. Le jeu de cette famille que je suis en train de réfléchir pour l'instant à le créer sur les systèmes politiques de la Troisième République à aujourd'hui. Le double, ça marche très très bien, et j'ai vu des professeurs de primaire faire des choses incroyables avec les doubles sur l'histoire, la géo. J'ai vu sur Instagram, je sais, mathématiques, je crois aussi. Le jeu de loi, voilà, vous pouvez faire des jeux de plateau. Vous pouvez aussi détourner l'escape game. Je vous ferai une vidéo sur l'escape game que j'ai créé sur l'Union Européenne, enfin sur l'Europe et l'Union Européenne, que je fais avec mes CAP première année dans le cadre du chapitre sur l'Europe. Ils adorent ça, c'est génial, et ils apprennent beaucoup de choses. Ensuite, on peut utiliser la réalité virtuelle. Nous venons d'avoir au CFA Simone Veil, cadeau du Papa Noël, 4 casques de réalité virtuelle pour la classe autonome. Et alors ça, c'est super. Alors, c'est un atelier parmi d'autres. On passe pas toute la classe à faire de la réalité virtuelle. C'est un atelier parmi d'autres, mais ça leur permet en géographie d'être en immersion. C'est-à-dire que quand on travaille, par exemple, sur les villes mondiales, eh bien, je leur propose d'aller à Singapour, je leur propose d'aller à New York, je leur propose d'aller à Londres. Et ils sont vraiment dans la ville, voilà, ils sont à l'intérieur en immersion. C'est génial. Les élèves adorent ça, c'est vraiment top. Encore une fois, ce sont des ateliers autonomes, c'est-à-dire que voilà, ils ont une feuille avec ce qu'ils doivent, la vidéo qu'ils doivent regarder sur YouTube en 360 degrés, ou le paysage qu'ils doivent regarder, et ils regardent, et après ils ont un questionnaire, c'est jamais juste de la réalité virtuelle, ils ont un questionnaire, qu'est-ce que vous avez vu, en quoi vous voyez les critères d'une grande ville mondiale, est-ce que vous avez repéré des hubs, est-ce que vous avez repéré le quartier d'affaires, les quartiers plus historiques, etc., etc. Donc pour les villes, ça marche, pour les paysages, mais ça marche pour d'autres matières. Ça peut s'adapter du coup sur le corps humain, pour les sciences, pour la physique-chimie, pour l'espace, pour l'astronomie. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont en 360 degrés. Pour l'histoire, ça fonctionne aussi. Et pour l'instant, je n'ai pas tout exploré. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec ces casques de réalité virtuelle. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas encore vus. Si vous avez des choses, des idées, partagez-les, s'il vous plaît. Ça sera avec plaisir que j'irai fouiller. Et puis après, il y a la recherche, tout simplement, faire de la recherche sur Internet. Donc moi, là, par exemple, sur la guerre du Golfe, je demande à mes élèves de BP de faire une recherche sur Internet. Quelles sont les dates, quelles sont les causes, les pays qui sont en guerre, les dates importantes dans une chronologie. Mais je peux, avec mes CAP, j'ai quelque chose sur George Sand, ils ont des recherches à faire. Donc là, pareil, adaptable à n'importe quel niveau, n'importe quelle matière. Ils ont leur téléphone, ils peuvent aller chercher.
de la science, du français, de la philo, de la SES, du droit, des mathématiques. Enfin voilà, vraiment c'est adaptable à tout niveau, à toute matière. C'est ça ma conclusion. La classe autonome, c'est juste une façon de voir la classe autrement et de voir son rôle de professeur autrement. On se met en retrait, on laisse faire l'élève par lui-même, avec du matériel qui est conçu pour lui. N'ayez pas peur de vous mettre en retrait. Vous n'êtes pas vraiment en retrait puisque vous êtes dans le matériel que vous avez créé. Donc tout ce que vous voulez qu'ils apprennent, c'est là, c'est sous leurs yeux. C'est un petit deuil à faire, c'est sûr, de la façon dont on enseigne, mais essayez-le, vous allez voir sur un seul chapitre, vraiment c'est top. C'est un travail en amont, mais vous ne le regretterez pas. Vraiment, je reçois des messages de professeurs qui commencent à le tester un petit peu partout en France. C'est super. Moi, dans mon établissement, j'ai 2 professeurs qui commencent à le tester aussi. C'est génial. Le but, c'est de diffuser cette technique, non pas pour vous, mais pour les élèves. Les élèves, à 98%, recommandent cette méthode une fois qu'ils l'ont utilisée. Voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera justement sur le rôle du professeur dans une classe autonome. Je vous dis ciao et à bientôt.